beaucoup d'être nombreux là, le nombre de chaises qu'on avait prévu. Alors on est ici dans le cadre de l'intersyndicale Commingeoise, qui a une originalité dans toutes les intersyndicales, c'est qu'elle appelle un spectacle. Et c'est plutôt une bonne idée, puisque dans le cadre de la grève contre la réforme des retraites ou pour la retraite à 60 ans, vous la nommez comme vous voulez, contre ou pour, nous avons proposé, nous, cette troupe, de jouer ce spectacle qui va vous conter plusieurs choses, et j'en parle juste après. Donc merci à l'intersyndicale Commingeoise qui regroupe les syndicats traditionnels de France, puisque l'avantage de cette lutte, c'est que donc l'unité fait qu'on est toutes et tous rassemblés et que peut-être on ira loin. On le dit parce que nous, la troupe, en fait, on est des gens engagés, nous sommes nous-mêmes des grévistes. Alors on n'a pas pu avoir des jours et des jours et des jours de répétition, puisqu'on a eu des jours et des jours de manif, comme beaucoup de gens. On est une troupe qu'on nommerait populaire, c'est un spectacle qu'on nomme populaire, c'est quelque chose qui était plus présent il y a une cinquantaine d'années dans les rues. Donc une pièce qui a beaucoup de défauts, mais qui a beaucoup de cœur aussi. Et c'est un peu le principe, c'est qu'on a monté cette pièce pour pouvoir parler de la commune de Paris, de ce moment de l'histoire de France très particulier, et qu'on cache. C'est un moment de l'histoire de France qui est très peu dans les livres d'histoire, et qui est très peu dans nos mémoires, et qui est très peu raconté parmi les gens, alors qu'en réalité, il y a 150 ans, la France a fait quelque chose d'assez exceptionnel, et j'espère que le spectacle vous le montrera. Alors les Parisiens et les Parisiennes, oui, à l'époque les Parisiens et les Parisiennes, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Les Parisiens et les Parisiennes, c'est notamment tous les ruraux et rurales qui sont montés à la capitale, depuis les Pyrénées à pied, souvent, il faudra le dire aussi. Et donc, on a ce spectacle qui est vraiment là pour raconter ça, et qui est là pour qu'après on puisse s'en parler. C'est pas forcément un spectacle dans les codes de la culture, d'ailleurs je remercie beaucoup tous les gens qui nous ont aidés à fabriquer une scène, puisqu'à la base ici c'est la salle de conférence du parc des expos, et ça ressemble pas à ça. Donc voilà, on a monté cette chose-là. Alors, les choses à dire, c'est que donc, nous sommes des chanteuses, chanteurs militants, des militants chanteurs. C'est quelque chose qu'on disait pendant la Commune. Eugène Pottier, qui a inventé l'International, Jean-Baptiste Clément se disait militant chanteur, chanteur militant. Tu veux que je prenne un micro? Par exemple. Non mais ça tombe bien parce que... Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche? Oui. Alors Eugène Pottier, Jean-Baptiste Clément et j'en passe, parce qu'en fait on chantait énormément à l'époque, je l'ai déjà dit dans le cadre de cette lutte, étaient des chanteurs et des chanteuses militants et des militants chanteurs, c'était leur formule. Parce qu'ils ont chanté en luttant et ils ont lutté en chantant. Et donc nous, c'est ce qu'on propose de faire et de refaire. Alors, notre spectacle dure 1h10, 1h15 si on est un peu lent. Donc je pense que ça va, ne vous sentez pas bloqué, les toilettes sont là, éventuellement si vraiment vous avez soif, vous ne pouvez pas vous en passer, il y a de quoi boire, vous inquiétez pas. Et puis après, l'idée c'est de discuter entre nous, c'était aussi l'objet d'avoir la première moment de rencontre de cette grève après un spectacle pour avoir des discussions. Et ben on y va, les 150 ans de la Commune de Paris, c'est ce qui nous a fait faire cette pièce. Les 150 ans c'était il y a 2 ans, pendant à peu près le Covid, quoi, 1 an après. Et nous, on a travaillé à cette pièce-là. C'est une œuvre collective. Les chansons que vous allez entendre, vous ne les connaissez pas. Je suis désolée. Mais par contre, vous allez voir, si votre oreille est bonne, vous allez vouloir quand même chanter et vous avez le droit. Et vous avez même le droit, au moment de ce qu'on appellera le cœur des lavandières, de monter sur scène. Et donc, de manière générale, si vous voulez bordeliser le spectacle, faites-le. Mais bon, après, on va avoir du mal à suivre. Alors, ce que vous allez voir, c'est, là, vous commencez à l'imaginer avec moi, c'est un immeuble. On va rentrer dans un immeuble à Paris et vous allez y voir tous les habitantes et les habitants qui, comme ça arrivait beaucoup pendant la Commune, en fait, se sont tous engagés. Toutes engagées. Parce que notre particularité de notre spectacle, c'est qu'on a pris le point de vue des femmes. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on parle de révolution, on prend le point de vue des hommes. Et comme on l'a beaucoup fait, eh ben, nous, on a pris le point de vue des femmes. Et le point de vue des femmes, c'est qu'à l'époque, 70% des femmes à Paris étaient blanchisseuses. Donc nos personnages, elles sont toutes blanchisseuses. À peu près, vous allez voir. Alors, n'hésitez pas donc à rejoindre pour chanter. Et alors, pour introduire quand même s'il y a ici des gens, je pense qu'ils le connaissent et reconnaissent, c'est que la Commune de Paris, c'était très court. C'était en fait à peu près le temps du confinement. C'était à peu près les dates. Comme ça nous permet de le ressentir. On a trouvé ça un peu long. Bon bah eux, pendant ce temps-là, ils ont été au moment où les travailleuses et les travailleurs ont pris le pouvoir et ont quasiment le plus inventé de choses. Et en particulier, les femmes, elles ont même inventé des crèches.
C'était quand même une bonne idée. On est d'accord. Alors, vous ne connaîtrez pas toute la commune après le spectacle, mais vous saurez peut-être reconnaître que une des particularités de l'engagement, c'est qu'on a besoin de sociabilité. On a besoin de se parler, on a besoin de se connaître, on a besoin d'être entre voisines, entre voisins, de se voir, de se revoir, d'y croire, de chanter. Et les communards et les communardes, qui s'appelaient en réalité les communeuses et les communeux, c'est après qu'on les a appelés les communards, et bien ils le savaient beaucoup, et donc vous allez retrouver cette sociabilité. Alors il n'y a pas vraiment d'enfants aujourd'hui, mais on le dit souvent parce que c'est une pièce populaire, la commune s'est très mal terminée, si on veut. Si on veut, parce qu'est-elle terminée? C'est toujours la même question. Mais elle a terminé dans un massacre, et on compterait aujourd'hui, parce qu'il y a eu des chiffres plus ou moins fantaisistes, on compterait 30 000 personnes assassinées dans les rues de Paris. 30 000. Nous qui sommes Commingeoises, Commingeois, on peut imaginer ce que c'est que 30 000 personnes. 30 000 personnes massacrées, on a dit plus, on a dit beaucoup moins. Encore aujourd'hui, les chiffres officiels sont beaucoup en dessous de ça. Et 30 000 personnes qui sont mortes, on peut imaginer beaucoup plus qui ont participé à cet événement. Et alors, voulez-vous le faire? Parce que pour les 150 ans, on a eu énormément de travail d'archivage. On a eu énormément de gens qui sont ressortis encore, et ça fait des années que c'est le cas, ressortis encore la mémoire de la commune. Et il y a eu un site qui recense les réprimés, ceux dont on a entendu parler. Et on en compte des gens qui sont nés dans le Comminges et leur métier. C'est quand même un sacré travail du petit peuple, parce qu'autant vous dire qu'on est beaucoup à s'en fiche aujourd'hui. Alors je vous la fais quand même la liste. Marie Longe, née à Montesquieu, qui était culottière. François Allemann, sauveterre de Comminges, commis voyageur. Jean Allemann, sauveterre de Comminges, typographe. Louis Argeau, né à Marignac, égoutier. Bertrand Bon, à Fos, égoutier. Jean Bon, à Fos, égoutier. Pierre Bon, à Or, journalier. Jean-Marie Braquet, à Gantis, treillageur. François Cabardès, à Sarremezan, négociant en vin. Jean Cambourg, Labarthe-Rivière, égoutier. Jean Cazès, Montrégeau, bitumier. Urbain Casabon, à Pont-Latte, Doreur-sur-Métaux. Jean Courette, à Argues-Dessous, ouvrier. Jean-Marie Dulon, Saint-Bertrand, terrassier. Pierre Noguès, Arlay, employé aux égouts. Martial Noguès, Saint-Marthery, Claire de... Je continue ? Jean-Raymond Toulouse, à Saint-Gaudens, qui était maçon. Cette liste, je l'ai arrêtée, d'ailleurs là je l'arrête. C'est une liste qui a été faite par nos petites mains, comme nous aujourd'hui on fait le spectacle par nos petites mains, et comme vous aujourd'hui, demain, j'espère, on continuera à parler du moment où la classe ouvrière s'est rebellée, et bon, a priori, aujourd'hui on le fait encore, donc c'est que ça doit être la même histoire. Merci beaucoup. Peut-être un peu longue, mais maintenant je vous laisse avec ce spectacle. Et la troupe là derrière, c'est encore une fois, c'est des gens qui font un autre métier, en fait on pourrait le dire aussi, ils ont fait plein de métiers, mais je vais voir s'ils sont prêts. Il faut venger qui? Il faut venger qui? Ok, ils sont prêts. Bon spectacle à toutes et tous, on se retrouve après. Pour moi, tout a commencé à Paris, dans le 10e arrondissement, le 9 novembre 1880. Le froid avait saisi les Parisiennes et les Parisiens qui ressortaient leurs bas de laine. Moi, petite Léontine, je traîne devant la blanchisserie familiale tenue par ma tante Marie. Prendre le froid me permettait de mieux supporter les vapeurs chaudes de la boutique. J'aidais parfois un peu. Je m'ennuyais. On habitait au-dessus de la blanchisserie, avec ma tante, son compagnon Victor et ma grand-mère. Mon père, je connaissais à peine son nom. Quant à ma mère, Gervaise, je savais juste qu'elle était morte quand je n'avais pas 2 ans, pendant le siège de Paris de 1870. Il ne m'en restait rien, si ce n'est parfois quelques allusions de ma tante ou de Mémé. Elle était blanchisseuse, comme tout le monde. Mémé adorait raconter qu'elle avait été élue reine des blanchisseuses avant la guerre, 3 fois de suite. Elle en était fière. Les blanchisseuses votaient dans chaque lavoir pour élire l'une d'entre elles, qui les représenterait auprès du maître du lavoir. Et l'heureux élu prenait aussi la tête de la parade qui envahissait Paris à la mi-carême. J'étais la risée d'un groupe d'enfants qui passaient souvent.
Comme j'étais orpheline, j'avais droit à des... Bâtarde. Et aussi des... Sale fille. Parce que toute la famille travaillait dans la blanchisserie. Ces enfants, ma tante ne les aimait pas. Elle les appelait les enfants de traîtres. À ce moment-là, je ne comprenais pas trop. Quand je regardais la rue du Faubourg Saint-Denis avec ses quelques maisons bourgeoises, je rêvais d'une autre vie. Pas d'une grande vie comme ça, mais une vie de couturière, pourquoi pas. Fabriquer les vêtements, pas les nettoyer. Mes 10 ans, j'ai pas grand chose à célébrer. Je suis né bâtard et mal aimé, d'une mère qui avait ou d'une paumée. Je suis une orpheline, moins que rien, une parisienne sans passé, une pauvre fille du quotidien. Voilà mon avenir tracé, le métier de la grand-mère, moi qui me rêve en couturière. J'ai regardé autour de moi, j'ai envie de quitter tout ça. Suis-je d'ici? Sont-elles mes pareilles? Sommes-nous des sœurs? Ma tante et les voisins, et par des rêves de paradis, où ma vie peut-être serait un peu mieux qu'ici. Je ne suis pas au croque-mitaine, je cherche juste une amie. Et non, je ne suis pas au croque-mitaine, je cherche juste un ami. Je cherche juste un ami. Ce 9 novembre 1880, un groupe de femmes est arrivé depuis la porte Saint-Martin. Elles riaient et avançaient côte à côte. Vive la Louise, vive la commune! Ma tante est sortie pour les saluer. Je ne les ai jamais vues. Ce sont des amis. Et la Marie, c'est la fille de Gervaise, qu'elle a grandi. Elle a le même air farouche que sa mère. Mais qui étaient ces femmes? Comment connaissait-elle ma mère? Victor m'a ramenée à la boutique. Il a posé ses 2 mains sur mes épaules. Elle connaissait ta mère parce qu'elles ont lutté ensemble pendant la Commune. Tu nous as déjà entendu en parler, non? Léontine, tu la connais, l'histoire des communeuses? Qu'est-ce que ça pouvait me faire? Victor s'est approché de ma tante qui avait repris le travail. Il faut lui raconter plus. Tante Marie hésitait. Quand elle réfléchissait, elle s'arrêtait toujours de faire les mouvements de va-et-vient du linge, sans pour autant lever le visage. Elle ne sortait les mains de l'eau qu'une fois décision prise. Raconter? Mais par où commencer? Le 18 mars? Le siège? Tout à coup, on a entendu un pas lourd, puis les marches grincer. C'était Mémé qui descendait. « Laisse, Marie, c'est à moi de raconter. Tu dois comprendre pourquoi ta mère est une héroïne. On l'a assassinée, elle et tant d'autres. Et maintenant, on veut nous traîner dans la boue. » Je ne sais pas pourquoi elle a parlé comme ça, de cette manière-là, ce jour-là. C'est son histoire que je vais vous raconter. Parce que quand Mémé racontait, on rêvait. La commune de Mémé s'est passée au 23 rue du Faubourg Saint-Germain, dans l'immeuble. La gare de l'Est n'était pas bien vieille. Le boulevard Magenta venait juste d'être percé. Victor est arrivé peu de temps après le 18 mars de 1871, le jour qui a marqué le début de ce qui allait devenir la commune.
Il avait une dizaine d'années. Comme beaucoup d'autres, il avait perdu ses parents pendant le siège que les Prussiens avaient imposé à Paris. Vous savez, les Parisiennes et les Parisiens sortaient de mois de misère. Vous avez dû entendre dire que les bourgeois mangeaient les animaux du zoo de Vincennes. Quand le peuple faisait la queue pour obtenir quelques grammes de pain, souvent rassis, Mémé racontait une grande souffrance. Ah, des queues terribles! La queue au boulanger, au laitier. Dans les boucheries, on vendait des chats et des chiens, et pas à bas prix. Et nous étions rationnés. Ma mère Gervaise avait un frère jumeau, Jacques, devenu fédéré pendant le siège. Ce n'était pas le révolutionnaire de la famille. C'était Pépé Eugène, qui était chef d'un bataillon de la garde nationale du 10e arrondissement qui l'avait poussé à s'engager. Attends, mais c'est quoi la garde nationale? Mémé s'emportait toujours. L'armée du peuple. C'était une drôle de chose inventée lors de la Grande Révolution. Révolté en 1948, l'Empire l'avait mise en sommeil, car il avait peur de nous. Elle s'est réveillée à l'annonce de la République. Des bataillons se sont formés de partout. Les hommes se sont enrôlés par milliers. Ce sont eux qui ont défendu Paris. Et la France, Patière et ses députés lâches qui étaient à Bordeaux et qui sont ensuite allés se cacher à Versailles. Ah, ils en ont pris pour leur grade. Les poètes et les chansonniers s'en sont donnés à cœur joie. On a bien ri. Rappelez-vous du 18 mars, mes enfants. Ce jour-là, c'est nous, le peuple, soutenus par la garde nationale, qui avons défendu et empêché l'infâme tiers de nous voler les canons positionnés sur les murs de Montmartre et de Belleville. C'était une provocation, rien de plus. Que voulais-tu qu'il en fasse? Thiers avait peur de Paris. Mais ces canons, c'est nous qui les avions payés pendant le siège par souscription. Même ceux qui n'avaient rien mettaient la main à la poche pour donner un petit quelque chose. Ils protégeaient Paris. Notre Paris, notre ville. Cet armistice, cette trahison du gouvernement, ce n'était pas possible. On rêvait d'un Paris libre. Et certains rêvaient même de travailleurs libres. On a fait tout ça à la façon du peuple, pas à la façon des Versaillais. Nous n'étions pas des lâches. C'est ainsi qu'a commencé la Commune. Vous êtes prêts? Ici c'est Paris, la fête c'est par ici. On siffle, on rigole du départ des puissants. Paris est en fête, Versailles stupéfaite. Que nous moins que rien. Prenons en main nos destins. Que nous moins que rien. Prenons en main nos destins. Ici c'est Belleville, la fête c'est par ici. C'est bien tranquillement qu'on s'installe sur les bancs et qu'on rit d'un fort parcourir les cadors. Sous les colipèdes des garçons de café. Tiers, méchant tiers. Pour les capitulars et un fameux vieillard. Tiers, méchant tiers. Ici c'est Montmartre, la fête c'est par ici. On a pris la rue, ni vu ni connu. On a renversé les dieux ankylosés. Suffisait pas grand chose des communes qui osent. Ici c'est Paris, la fête c'est par ici. Le peuple chante, danse, revendique en cadence. Son pouvoir à lui et sa joie inouïe. Il applaudit un point pour qu'on l'entende de loin. Tiers, méchant tiers. Le nabou malfaisant et le cœur saignant. Tiers, méchant tiers. C'est Montmartre, la fête c'est par ici. On a pris la rue, ni vu ni connu. On a renversé les dieux ankylosés. Disait pas grand chose des communes qui osent. Ici le boule biche, la fête c'est par ici. Paris est à nous, ses rats, ses égouts. On prend tout comme c'est, on va pas chicoter pour quelques racailles dans notre bercaille. Tiers, méchant tiers. Roi des Versailleux, tiers l'incestueux. Tiers, méchant tiers. Ici Montparnasse, la fête c'est par ici. On converse, on s'enflamme et on se réunit pour des palabres sans fin où on décide de rien, mais qui sont la preuve de notre vie neuve. Ici c'est Paris, la fête c'est par ici. Adieu les fractures, le peuple est uni. Fraternel et libre, on nous entend enfin crier la sociale, embrasser la liberté. Tiers, méchant tiers, la vieille chouette, ta mère main à lunettes. Tiers, méchant tiers. C'était bien vraiment. Ça se fait pas. Ici c'est Paris, la fête c'est par
Pareil qu'à Marseille, la liberté se réclame. Mon père au Creusot, il crie avec ses larmes. Et Lyon et Toulouse et Narbonne, les peuples communards s'enflamment. Les peuples communards s'enflamment. Ici c'est Paris, ici c'est Marseille, ici c'est Lyon. Ici le Creusot, ici c'est Toulouse, ici c'est Narbonne. Ici c'est Paris, ici c'est Marseille, ici c'est Lyon. Ici le Creusot, ici c'est Toulouse, ici c'est Narbonne. Tiers, tiers, méchant-tiers, tiers, tiers, méchant-tiers, tiers, tiers, méchant-tiers. Tiers, tiers, méchant-tiers, tiers, tiers, méchant-tiers, tiers, tiers, méchant-tiers. Ici c'est Paris. Ici c'est Saint-Cloud. Ici c'est 19. Ici c'est... Tiers, tiers. Tout ce peuple, toute cette solidarité, cette liberté remontée depuis 1848. Juste en bas de la rue, ils avaient monté une barricade en juin, femmes et enfants. Donc le peuple, on l'avait déjà vu, mais jamais comme ça. Tout l'immeuble était impliqué. Chacun à sa manière et avec ce qu'il savait faire. Cet immeuble, c'était quelque chose en 1871. Tout le monde y était communard. Ils se retrouvaient souvent dans la cour, dans la rue, parlaient, riaient, s'engueulaient. Chaque étage avait ses originaux. Procès, l'espagnol républicain. Venu à Paris faire la révolution. Sidonie, blanchisseuse. Discrète mais convaincue. Mathieu, l'internationaliste. Qui foutait la grève partout. Hortense. Passionnariat rouge. Et les Mercier, ma famille. Jacques, le frère jumeau de ma mère. Pépé Eugène, mon grand-père. Marie, ma tante. Rosemonde, ma grand-mère. Et Gervaise, ma mère. Au rez-de-chaussée, il y a toujours eu la blanchisserie. Les femmes étaient majoritairement blanchisseuses. Certaines allaient à la boutique, d'autres au lavoir. Elles étaient très solidaires les unes des autres et avaient lutté ensemble pour gagner une augmentation de salaire en 1870. C'est qu'on gagnait mal, nous les ouvrières. Le 18 mars avait réveillé notre âme révolutionnaire, celle de ta mère, Gervaise, surtout. Elle formait un quatuor avec Sidonie, Hortense et Marie, à courir les barricades et les clubs pour apprendre, écouter, disserter. Blanchisseuse, c'est pas un métier de théorie, ça. Elle n'avait jamais connu l'école, et moi encore moins. Ces journées, entre le 18 et le 28 mars, ont été prodigieuses. C'était tellement beau que même les bébés, oui, les bébés comme moi, Léontine, étaient emportés. C'était beau et revendicatif. Même si déjà Pépé Eugène s'inquiétait pour la suite. Maintenant Paris libéré, que devait-il faire? Ignorer Versailles ou attaquer? Mais les communeux voulaient surtout changer leur vie et parler mesures sociales. On chantait, on dansait, on riait. On aurait pu débattre en
de l'autre côté de la rue, une bande de musiciens aimait à se retrouver le soir, et le plus souvent ils accompagnaient les débats. Et Hortense en profitait pour faire la cantatrice. Voter. J'ai écouté l'autre soir Varlin parler. Il paraît que pour voter, il faut du temps pour penser, et que nous devons tous lire et apprendre à écrire, mais aussi à compter et à ne pas écouter les sœurs et le curé. Et pour cela il réclame une journée de 8 heures de travail et pas plus. Et pour cela il réclame une journée de 8 heures de travail et pas plus. 8 heures, nous qui en faisons 12 heures, que ferons-nous du temps restant? Si c'est pour lire et écrire, pourquoi pas? Mais si c'est pour faire à manger un ivrogne qu'il faudra épouser, je préfère encore aller à l'atelier. Liberté, Madame Lemel peut bien parler. Regarde donc ses mains, elles sont déjà abîmées. Et que dire de ce dos, si largement entamé, à force d'être agenouillé, en position malaisée, et de forcer toujours pour cible de tenir, et subir les sourires de quelques négriers. Éduquée, la Louise a bien raison de persister. Elle défend que les femmes valent autant que ces autres, que l'humanité ne sera qu'au prix de l'égalité. Égal. Mais nous, filles, femmes et mères, qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant? Nous avons toujours produit et participé. Alors pourquoi sommes-nous soumises de par les lois? Nos mains déjà meurtries ne suffisent-elles pas à prouver nos dévouements? S'armer, c'est le meilleur conseil que la Louise nous a donné. Que la terreur n'est pas plus contre la honte. Décidons de nos vies, de nos corps et de nos combats. Faisons serment ici, que plus jamais on ne sera au service des autres. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté. Que nous, filles, femmes et mères, lutterons jusqu'à reprendre notre liberté. Je les revois, mes filles, et cet immense espoir qui les avait prises. C'est durant ces premiers jours que le petit Victor s'est joint au groupe des filles. Sauf que ma mère, Gervaise, y a très vite mis une condition. Il devait s'occuper de moi, le bébé. Il a bien tenté de résister. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais Gervaise était rusée. Et moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors les jours suivants, oncle Victor m'a gardée entre l'immeuble, les clubs et les manifestations. Il traînait aussi à la boutique quand il perdait de vue Gervaise. Il s'ennuyait un peu avec les anciennes. Il y avait quand même Jacques qui passait souvent. Lui aurait bien gardé le bébé pour éviter d'aller au bataillon.
En temps normal, Jacques n'aurait pouponné pour rien au monde. Mais en temps normal, Jacques n'aurait pas fait partie d'une armée. Il avait peur des armes et peur de mourir. La garde nationale, Jacques avait dû y entrer. La garde nationale, c'était par familiarité, c'était sa vie, sa famille, ses amis. Qu'aurait-il fait sinon? Déjà, 6 mois passés de misère et de guerre, déjà 6 mois en caserné, je n'ai pourtant rien demandé, je n'ai pourtant rien demandé. On est venu me chercher, avais-je le choix? Je ne m'y suis pas opposé, je ne m'y suis pas opposé. Je ne suis pas très bon orateur, je préfère l'ombre. Je ne sais que me battre et mourir. Je ne suis qu'un brave ouvrier. Des armes, j'en ai déjà touché. Je les aime pas pour nous protéger. J'ai bien dû accepter. Pour nous protéger, j'ai bien dû accepter. J'ai accepté de m'engager. Après mon frère, après mon père, mon petit frère, ma sœur sert chez les cantinières. Ma sœur sert chez les cantinières. J'ai accepté de m'engager. Avais-je le choix? Les abandonner, je ne pouvais pas. Les abandonner, je ne pouvais pas. Les armes, j'en ai déjà touché. Elles me font peur. Moi qui suis ouvrier, relieur, jamais je ne rechigne à la tâche. Des armes, j'en ai déjà touché. Je ne les aime pas. Pour nous protéger, j'ai bien dû accepter. Pour nous protéger, j'ai bien dû accepter. Garde nationale, un défenseur de Paris, viril sans grand courage pourtant. Une belle fratrie, ça réunit. Une belle fratrie, ça réunit. Garde nationale vraiment, avais-je le choix? Le nombre nous fera gagnant. Le nombre nous fera gagnant. Aux côtés de tous les amis, la victoire est plus sûre. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Combien cela va-t-il durer? À côté de tous les amis, j'ai fait mon choix. Solidarité contre la barbarie. 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 Jacques avait peur, mais il croyait en la commune. Le 26 mars, les hommes allèrent voter. Le 28, nous fêtions à l'hôtel de ville nos élus. Victor a rencontré les enfants du bataillon. C'était plus fort que lui, il voulait les accompagner. Dès lors, c'est Mémé qui s'est occupée de moi. Elle m'a sevrée pour laisser sa fille et Victor s'engager pleinement. Mémé m'a toujours conté son histoire
avec une pointe d'ironie sur la situation des femmes. La commune, c'était la liberté, mais un peu plus pour eux que pour nous, moi je te le dis. Je crois qu'elle s'en voulait un peu de voir ma mère seule avec moi. Alors elle s'enthousiasmait, rappelant que la commune avait reconnu aux femmes et aux enfants illégitimes le droit à une pension. Qui sont-ils pour juger mes filles, ces prêcheurs de morale? Qui sont-ils pour juger? C'est une drôle d'affaire quand même que de sentir dans son corps cette graine qui grandit, qui secousse et déjà râle de donner vie dans une société que l'on n'a pas choisie. C'est une drôle d'affaire quand même. Comprendre soudain que l'amour devient un poids à porter, la vie d'un être qu'il va bien falloir élever. Qui sont-ils pour juger? Eux qui n'ont jamais connu la douleur d'un ventre qui se creuse, la fatigue du labeur, l'activité trop douloureuse. C'est une drôle de sensation quand même, quand du lait coule du sein, quand cette graisse perdue seule donne vie, quand le soin d'une autre vous revient. C'est une drôle d'affaire quand même que la voix grandit, malgré la fatigue du corps, malgré le travail encore et de sentir sa jeunesse à soi s'éteindre. Qui sont-elles pour juger? Elles qui n'ont jamais connu la douleur d'un ventre qui se creuse, la fatigue du labeur, l'activité trop douloureuse. C'est une drôle d'affaire quand même que de voir la liberté des jeunes filles quand on est soi-même usé par les grossesses répétées. Je voudrais être seul et dire maintenant laissez-moi m'arrêter. C'est une drôle d'affaire quand même quand les corps se façonnent couverts de fanfreluches, leur liberté s'égare en sourires forcés, en postures obligées. Les lumières s'éteignent. Qui sont-ils pour juger? Ils n'ont jamais connu la peur des portes qui se claquent, des lendemains qui pleurent et des coups de matraque. C'est une injustice quand même que de laisser sa fille partir, presque là, poussée au loin, l'emprisonner sans rien dire. Pardonne-moi ma fille, la liberté ce n'était pas ça. Et j'aurais dû te l'expliquer. Mais qui sont-ils pour juger? Ils n'ont jamais connu la peur, les lendemains qui pleurent. Qui sont-ils pour juger? Depuis leur vie privilégiée, au ventre qui se creuse, à la fatigue du labeur, au lendemain qui pleure. Nous aussi, on préfère la douceur. La commune est venue balayer tout ça. La morale n'était plus une affaire.
Ils étaient toujours pauvres, mais ils étaient heureux et partageaient un but commun. Citoyens, votre commune est constituée. Le vote du 26 mars a sanctionné la révolution victorieuse. Un pouvoir lâchement agresseur vous avez pris à la gorge. Vous avez, dans votre légitime défense, repoussé de vos murs ce gouvernement qui voulait vous déshonorer en vous imposant un roi. Vous venez de vous donner des institutions qui défient toutes les tentatives. Vous êtes maître de vos destinées. Forte de votre appui, la représentation que vous venez d'établir va réparer les désastres causés par le pouvoir déchu. L'industrie compromise, le travail suspendu, les transactions commerciales paralysées vont recevoir une impulsion vigoureuse. Dès aujourd'hui, la décision attendue sur les loyers. Demain, celle sur les échéances. Tous les services publics rétablis et simplifiés. La garde nationale, désormais seule force armée de la cité, réorganisée sans délai. Tels seront nos premiers actes. Les élus du peuple ne lui demandent, pour assurer le triomphe de la République, que de les soutenir dans leur confiance. Quant à eux, ils feront leur devoir. Hôtel de Ville, 29 mars 1871, la Commune de Paris. Bravo. Pension alimentaire pour les fédérés blessés et leurs familles. Droit à un salaire décent. Égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Fin du travail de nuit. Une instruction laïque Gratuite. et publique. Les premiers décrets pris furent magiques. On entrevoyait la fin de la misère. C'était la dignité, arrachée à des siècles de servage. Ils allaient se battre pour elle. À peine les discussions commençaient sur les mesures à prendre, la guerre a repris. Entre Français cette fois. Versailles ne voulait pas de notre existence. Nous étions heureux, mais de leur côté, les Versaillais rongeaient leurs freins. C'est à peine 4 jours après la proclamation que Versailles a attaqué. C'est la guerre civile. Les Versaillais attaquent. Florence et Duval sont morts assassinés. Des bataillons sont décimés et ils nous tuent comme des chiens. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais tout le monde se serrait les coudes. Dans l'immeuble, Gervaise ne passait plus beaucoup. Où était-elle? Où est Gervaise? Où est Gervaise? Gervaise est au combat. Elle soigne les blessés, l'arme à la jupe. Les femmes éduquent les enfants, forment des bataillons, soignent les blessés, cuisinent et lavent les vêtements. Quand je pense aux choses horribles qu'on a dit sur les communeuses, alors que ce n'étaient que des braves filles. Durant ces semaines, la vie quotidienne et la révolution se confondaient. J'ai parfois l'impression que des souvenirs me reviennent. Mais c'est surtout Mémé qui m'a raconté comment j'imitais les cantinières ou les fédérés. Il y a un souvenir au moins qui me revient, qui est là et qui est sûrement vrai. Une chanson, ou plutôt un conte, que Mémé racontait à moi et aux enfants que les voisines déposaient. C'est l'histoire des lavandières de la nuit. Vous la connaissez? C'est une histoire qu'elle tenait de sa mère, une campagnarde montée à Paris. Dans sa campagne, on la racontait aux petits-enfants pour leur faire peur et éviter qu'ils s'aventurent seuls la nuit par les rues du village. Ces lavandières portent leur linge au lavoir ou à la rivière à partir de minuit.
Elles lavent ainsi leurs péchés et ceux de leur famille. On raconte souvent que ce sont des blanchisseuses qui ont fauté et qui hantent les cours d'eau. À force de raconter cette légende, Mémé en avait fait une version de ville. Quand les méchants de Versailles fondent sur la ville, les lavandières se lèvent, chantent le travail et sa fierté pour rassurer et faire dormir les enfants. J'appelle les blanchisseuses, les sorcières, les pétroleuses, les lavandières à venir nous rejoindre. La jupe relevée, elles se mettent accroupies. Nous les lavandières, les civons. Toi le petit garçon, berce-toi de nos bris. Nous les lavandières, les civons. Toi le petit garçon, berce-toi de nos bruits. Le long des allées du lavoir, dans la chaude vapeur, elles lessivent, brossent, tapent, n'épargnent pas leur sueur. Leurs mains, leurs coudes, leurs pieds donnent tout leur labeur. Et le linge noir blanchit au fil des heures. Petite fille, berce-toi de nos cœurs. Nous les lavandières, tapons, tapons, tapons. Toi ma petite fille, berce-toi de nos cœurs. Parmi les odeurs savonneuses, la faim traverse leur corps. Elles lèvent les pièces, les tordent et ne s'arrêteront qu'une fois le linge transformé en or. Ramasser la matière dans cette buée une dernière fois, éclairer le décor. Nous les lavandières, serrons, serrons, serrons. Toi le petit enfant, berce-toi. Mémé pensait que les révolutionnaires n'étaient trop sérieux pour croire à ces histoires. Elle associait aussi ce conte à Colette, son aînée, réapparue dans l'immeuble en clamant « Je veux prendre part au combat ». Elle fut terriblement accueillie. Sorcière! Colette était une cible facile avec sa vie dissolue. Pourtant, combien de femmes ont dû faire des choses qu'elles auraient préféré ne pas faire? Sa venue fut un choc dans l'immeuble. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
Pépé Eugène, ma mère Gervaise et d'autres se sont attaqués à elle et lui ont demandé de partir. Colette eut alors une phrase restée dans la mémoire familiale. Une guerre entre femmes, ça ne devrait pas exister. Femmes et hommes du peuple, ne vois-tu pas qui nous oppose? Les hommes ont des besoins à assouvir, les femmes ont-elles des corps pour les servir? L'État grand ordonnateur fortifie l'exploiteur. L'État grand ordonnateur fortifie l'exploiteur. Il nous insulte et il nous cache derrière des murs, des maisons closes. Mais de nous ils ont bien besoin, je leur souris, croient-ils du moins. Mais de nous ils ont bien besoin, je leur souris, croient-ils du moins. Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Que les hommes ne nous comprennent pas, mais toi ma sœur, toi, que les hommes ne nous considèrent pas, mais toi ma sœur, toi. Que crois-tu qu'il raconte là-bas les Versaillais sur les filles qui comme nous ont osé se soulever? Crois-tu qu'il t'appelleront madame à ton procès? Les pétroleuses ils vous appellent, tête débraillée ils vous accusent de votre violence, ils crient leur crainte et de vos sacrilèges ils disent leur dégoût. Que crois-tu qu'il raconte là-bas les Versaillais sur les filles qui comme toi qui crachent sur les curés? Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Qui détruit leurs églises, c'est nous, pervertit les soldats, c'est nous, répand l'obscène vice, c'est nous. Qui détruit leurs églises, c'est nous, pervertit les soldats, c'est nous, répand l'obscène vice, c'est nous. Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Oh ma sœur, faut-il avoir les mains pures pour soigner les blessés? Que les hommes ne nous comprennent pas, mais toi ma sœur, toi, que les hommes ne nous considèrent pas, mais toi ma sœur, toi. Colette a gagné. C'est qu'elle parlait bien. Et elle avait tellement raison. C'est vrai qu'on détruisait les églises. D'ailleurs, on avait découvert d'horribles histoires sur l'église Saint-Laurent, celle qui se trouve près de la gare de l'Est. De sainte, elle n'avait que le nom, celle-là. À frémir. Colette parlait bien, mais restait maman qui boudait. Sidonie la discrète est intervenue et a forcé Gervaise à la paix. Elles se sont embrassées. Ce fut un jour intense. L'amour enveloppait la famille. Hortense se rapprochait de Mathieu, l'internationaliste. C'est aussi à cette époque que tante Marie et oncle Victor, qui faisaient de moins en moins petits, se sont rapprochés. Toutes les révolutions sont mères d'amour. Mémé avait bien rencontré Pépé Eugène sur les barricades de 48. Il n'est pas nécessaire de cavaler les balles. Ah, nous avons fêté longtemps ces réconciliations. Ah là là, mais qu'est-ce que ça y allait! Et ce gnôle qu'on distribuait, et les musiciens qui n'arrêtaient jamais. Ces rêves partagés. L'immeuble se couchait heureux et se réveillait au matin plus fort et plus uni que jamais. La vie a pris forme. Victor est allé à l'école, rue du Faubourg
faubourg Saint-Martin, quand d'autres enfants continuaient les combats. Certains couraient dans le 16e, ramassaient des obus, inconscients des risques. Ma mère était si heureuse. Ses retrouvailles avec Colette se sont soldées par une profonde solidarité. Elles avaient rejoint ensemble l'Union des femmes, créée par Nathalie Lemel, qui se proposait d'organiser les femmes au travail et dans les bataillons. Les femmes au travail? Quelle idée! Pourtant, sans nous, Paris serait si triste. Passementière, chiffonnière ou cartonnière, regarde, c'est nous que tu vois là-bas. On brode, ramasse et confectionne. Qui n'a pas envie d'un beau chiffon dans sa liquette et d'un carton pour s'asseoir par terre? Polisseuse, brodeuse ou coiffeuse, regarde, on fait tenir les bataillons. On clique à ou nourrit, cantinière ou vivandière. Qui n'a pas son ambulancière ne tiendra pas très longtemps. Couturière, giletière ou crémière, regarde, on fait vivre la barricade. On lisse, crochette et embellit, on met l'ambiance partout, on raconte tout sur tout, vraiment. Mais n'écoutez pas nos amants. Blanchisseuse, cardeuse ou confectionneuse, regarde, on monte au combat. On frotte, rempote et fabricote, allons. Qui ne rêve pas de beaux amis dans un grand lit et d'un costume De princesse? non, de défenseuse de Paris. On raconte de belles choses, mais tout ne fut pas tranquille. Dans les souvenirs, on les entendait parfois râler, parler de telle ou telle erreur qu'ils auraient commise. Les communards découvraient l'organisation des choses, les contradictions. Tous n'étaient pas très sérieux, mais ils étaient beaux. Je me rappelle l'oncle Louis, un fouteur de grève partout où il passait, ouvrier fourreur devenu journaliste. Raymond, qui s'est mis à prier Dieu le jour de sa mort. Et tant d'autres qui donnaient tout pour la République universelle. Ce 9 novembre, quand elle m'a raconté, moi aussi j'aurais voulu en faire partie comme autre chose qu'un bébé. La suite, pourtant, a été moins joyeuse. Je vous la raconte quand même. Début mai, fut créé un comité de salut public. Il s'est mis à prier Dieu le jour de sa mort. Et tant d'autres qui donnaient tout pour la République universelle. Ce 9 novembre, quand elle m'a raconté, moi aussi j'aurais voulu en faire partie comme autre chose qu'un bébé. La suite, pourtant, a été moins joyeuse. Je vous la raconte quand même. Début mai, fut créé un comité de salut public. Le signe d'un durcissement, l'annonce de la guerre. Le comité de salut public, ça voulait dire le pouvoir dans les mains de quelques hommes qui décideraient vite et pour tout le monde. C'est alors que la nervosité a commencé à gagner l'immeuble. Certains disaient que c'était la fin de notre rêve démocratique. D'autres que c'était précisément la direction qu'il nous fallait tant que Versailles ne nous laisserait pas tranquilles. Tous étaient prêts à servir la commune.
devoir au peuple, la fidélité, rendre aux pauvres leurs objets, abolir les deniers du culte, aider les combattants blessés, épauler les veuves éplorées, loger la famille et nourrir le passant, lutter obstinément pour la commune, bâtir passionnément la République sociale, fonder magnifiquement cette société des travailleuses, reconnaître le travail, nourrir le ventre du citoyen, prêter la main aux chômeurs, coopérer dans la misère, accompagner la maladie, défendre l'orphelin et amuser l'enfant, se battre opiniâtre pour la commune, construire fougueux la République sociale, forger sublime cette société des travailleurs, reconnaître le travail, tolérer les erreurs, soigner les meurtrissures, réconforter les vieux, rassembler les idées et ensemble enfin tout bouleverser. Rassembler les idées et ensemble tout bouleverser. Les Versaillais s'approchaient. Les obus tombaient au sud de Paris. Une fois entrés, chacun savait qu'il massacrerait tout le monde. Thiers était déjà à l'origine de massacres d'ouvriers. À l'immeuble, la peur gagnait, mais il restait soudé. Ma mère m'a repris avec elle. Quand la nuit venait, les amis des barricades se serraient les uns contre les autres et se partageaient les frêles paillasses à disposition. Forts de nos idées et de notre passé, nous remontions des barricades. Hommes, femmes, enfants, chacun portait sa pierre pour faire surgir du sol ces grands édifices qui nous protégeraient. On s'est servi de tout un tas de matériel, des pavés, des fûts, des gabions, des fascines et même des grilles d'arbres. On les encastrait les uns contre les autres. La commune avait même fait appel à des ingénieurs pour renforcer les barricades. Mais les ingénieurs non plus n'étaient pas d'accord entre eux. La démocratie a besoin de temps, contrairement à la monarchie injuste de Thiers et les siens, expliquait-on aux enfants et aux impatients. Victor posait beaucoup de questions, et particulièrement il ne comprenait pas que ces Versaillais ne nous laissent pas tranquilles. Il n'aime pas Paris. Il a dit sale. Pourquoi veulent-ils détruire notre ville? À l'officiel, c'est annoncé, les Versaillais ont attaqué, comme dirait l'autre. Ces loups sont entrés au fort d'ici et ont tué. En quoi ça les embête qu'on puisse être heureux? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire qu'on s'organise sans eux? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de rancœur? Qui de toute manière ne nous aiment pas en frères et sœurs? Mais nous laisseront-ils un jour, nous qui voulons vivre en paix, nous qui rêvons de la sociale et d'une république de progrès? Mais nous laisseront-ils un jour, nous qui voulons vivre en paix, nous qui rêvons de la sociale et d'une république de progrès? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de rancœur? Qui de toute manière ne nous aime pas en frères et sœurs. La commune a encore pris des décrets pour améliorer le sort des Parisiens, en autorisant la réquisition des appartements vacants, annonçant la baisse du prix des denrées alimentaires, interdisant le travail de nuit dans les boulangeries.
Les festivités se poursuivaient. C'est la canaille. La voix de Laborda a résonné dans tout Paris lors du concert aux Tuileries organisé pour les fédérés et leurs familles. On détruisait les symboles du vieux monde. La maison de l'infâme vieillard fut démolie pierre par pierre, son linge de maison envoyé aux ambulances. Et enfin, l'ignoble colonne Vendôme est tombée. Et j'y étais, moi, Léontine. Ma mère Gervaise m'a emmenée voir sa destruction. Célèbre les brutes et la barbarie. Elle lance des fleurs aux militaires et fait bander les vainqueurs qui toujours piétinent vaincus. Démolissons tout, détruisons l'ancien monde. Les traces, le nouveau puisse naître. Cette colonne crache, à la face son bronze, célébrant vaniteuse des ordures publiques. Glorifier, célébrer, pour trop d'éternité, encore couvert du sang des esclaves et des vaillus. Démolissons tout. Bienvenue au nouveau monde. Que les valeurs se lèvent et vivent enfin leurs rêves. Que la solidarité soit érigée en loi. Que l'égalité ces monuments qui rappellent les violences du passé seront sacrifiés pour réinventer notre humanité. À Léontine, le 21 mai, Paris a changé de visage. Versailles est entré dans les murs. Les espions grouillaient partout. Ils faisaient feu de tout bois. L'ennemi, bizarrement, ne se reconnaît pas à son visage. Il passe inaperçu. Il n'était plus question de dormir ou de festoyer. Tout le monde était aux barricades. Pépé Eugène, ma mère, Colette, Sidonie et tant d'autres, usant du fusil, soignant les blessés. Quand on y pense, il peut s'en passer des choses en 72 jours. Un enfant qui marche, un ancien qui part, un amour qui naît, une république qui se forme. Durant cette semaine, c'était la liberté pour laquelle hommes et femmes combattaient. Mais tant de souffrances. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'hécatombe. Ceux qui racontent se bouchent parfois les oreilles pour le faire disparaître. Un bruit ininterrompu. Ils ferment aussi les yeux pour oublier les corps qui s'affaissent et les morts qui s'installent. C'est alors
C'est alors... Gervaise est morte. Sur la barricade, une cantinière est tombée. Elle était blanchisseuse avant la guerre, mais on efface les travailleuses quand la bataille s'en vient. Au sein du bataillon, une combattante est tombée. Fille d'une mère et mère d'une enfant, mais on ne veut plus de maman. Quand le front se forme, Là-bas, une femme qui meurt. Elle combat pour nos filles. Elle tient, digne d'être et de produire. Elle résiste à l'oubli en affrontant la mort. Sabrina, Rose, Wafa, Jasmine, Amel, Louise, Blanche, Fatou, Bernadette. Il faut venger Gervaise comme travailleuse, comme citoyenne, essouffler les braises de l'émeute. Le peuple est aussi belle, il rime avec rien, elle rime avec colère. Il faut venger Gervaise, donner son nom à des diocèses, raconter son histoire aux petits et aux grands, pour l'abri de vêtements, de lumière, elle n'a jamais demandé son nom. Les hommes déjà, il faut venger Gervaise pour qu'on ne l'oublie pas. Son nom, les hommes déjà, il faut venger Gervaise pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'on ne l'oublie pas. Aimé aurait tout donné pour mourir à la place de sa fille. La guerre, toujours la guerre. Nous en avions assez souffert, mais là-haut ils s'en fichent. Je hais la guerre, Léontine. Nous la haïssions tous. Mais les combats ne pouvaient pas s'arrêter. Ils ne devaient pas s'arrêter. La lutte se poursuivait pour toutes les filles et les fils de la commune. Gervaise, je jurais ce jour que nous la vengerions, elle et tous les autres. Les voisins, les enfants, les travailleuses de l'écluse, Varlin. Les femmes étaient aussi nombreuses que les hommes aux barricades. Elles étaient tout autant courageuses et gagnaient les galons de citoyennes qu'on leur avait refusés. On luttait en travailleurs, en donnant tout et avec intelligence. Paris brûlait. Les communards hurlaient leur douleur. La folie de la défaite. La folie de ceux à qui l'histoire aurait dû donner raison. Sidonie est morte. Hortense et Mathieu séparés, puis déportés. Colette a disparu. Le sang coulait dans les caniveaux.
Pépé Eugène est mort aussi. Jacques m'a ramené chez nous, puis il est parti à son tour se cacher. C'est ma tante, la petite Marie d'alors, qui m'a récupérée. Elle a fui sous le funeste balai des bombes. Le mort rôde sur la ville. Certains ont entamé l'exil. D'autres sont enfermés. Ils tangent entre leur devoir de mourir en héros. Et l'offre de partir en bagnard avec l'espoir de revenir un jour. Ce n'était qu'un début, poursuivons le combat. Ils reviendront, et les filles, on n'abandonne pas les siens. On ne change pas de chemin. C'est l'heure de regarder droit devant soi. Le vide emplit ma vie. Je suis seule, sans mon frère. J'entends pleurer ma mère. J'ignore où est mon père. J'ai perdu mes sœurs. Ce n'était qu'un début, poursuivons le combat. Elles reviendront saintes de leurs espoirs, fières de leur victoire. Leurs souffrances et leurs luttes sont miennes. Chaque jour, j'inscrirai leur nom au fronton des mairies. Certaines finiront au Panthéon. Cette liberté qu'on nous reprend jamais ne disparaîtra. Tapis dans l'ombre, sourd des prêtres, va jaillir tant de nouveau. Les ouvriers ne sans rien, les sans-dents, les sans-culottes, les plébéiens prendront la parole. Ce n'était qu'un début, ils ne périront pas. La boucle d'antan nos coups retournera vers les siens. Quand nous chanterons leurs histoires, quand nous attiserons leur mémoire. L'histoire de Mémé s'arrête ici, là où la mienne commence. Cette histoire que je n'arrêterai jamais de raconter. Marie a retrouvé Victor, puis ils sont rentrés à Paris avec moi quelques années plus tard. Et nous avons repris place dans l'immeuble et la blanchisserie. Je n'ai pas écouté jusqu'à ce 9 novembre, jour où mon ignorance a été rompue par ces femmes traversant Paris au cri de « Vive la Louise ». Elle revient, m'a dit Mémé. Tu veux m'accompagner? La Louise, c'était Louise Michel. Et ce 9 novembre, c'est son retour à Paris.
après des années en Nouvelle-Calédonie, une colonie française très loin par-delà les océans. Il était encore temps d'aller l'accueillir. Mémé enfilait sa ceinture rouge de communeuse quand une belle femme est entrée dans la blanchisserie. Au sein, un carré rouge marquait l'appartenance à la commune. C'était Colette, revenue d'exil, grâce à cette amnistie arrachée au gouvernement. Nous sommes partis gare Saint-Lazare ensemble. J'étais si fière de marcher aux côtés de ma grand-mère et de mes tantes. Je ne saurais vous dire les frissons qui m'ont pris en arrivant à la gare Saint-Lazare où la Louise était attendue. Mémé m'a présenté Nathalie Lemel, qui était là. Elle et la Louise étaient au bagne ensemble, mais Nathalie était rentrée avec les premiers amnistiés. C'était une foule immense et chaleureuse. On a pleuré pour elle, pour tous et toutes, pour celles et ceux qui ne reviendraient jamais. La Louise est descendue du train, portée par la foule, et j'étais là, et j'ai vu le signe qu'elle a adressé à ma grand-mère et à tant d'autres autour de moi. Je me suis glissée à ses côtés, et j'ai marché en camarade pour toujours. Je ne serai plus jamais seule. C'est long, 10 ans, ça vaut la peine de célébrer le fier retour des condamnés qui connurent l'exil forcé. J'étais une orpheline, une moins que rien, une parisienne sans passé, une pauvre fille du quotidien. Mais vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Gare Saint-Lazare, la foule est là, joyeuses sont les acclamations. Elles ont lutté en sœurs, souvent perdu leur mère. J'ai regardé autour de moi, j'ai été saisie malgré moi. Quel est leur nom? Quel est leur patronyme? Sommes-nous des frères? Vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Moi je suis une mercième dame, une orpheline élevée en commun par ma tante et les voisins et par des rêves de Kanaki. Ou bien malgré eux, trop des nôtres seraient partis et nous sommes sans nouvelles. Nous cherchons nos amis et nous sommes sans nouvelles. Nous cherchons nos amis. Vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Vive la Louise, vive la commune, à bas les assassins. Par leur regard, j'ai tant compris. Cette chaleur humaine, elle m'a pénétré au corps, et de leurs bras, elles m'ont tenu debout, et de leurs mains, elles m'ont accueilli. Si tu es là, c'est que tu n'es pas seul. Seuls les égoïstes sont orphelins. Et connais-tu l'histoire des communeuses, ces femmes et ces hommes si malheureuses? Et connais-tu l'histoire des communeux, ces hommes et ces femmes si malheureux? Vive la Louise, vive la commune,
pour un monde meilleur, même si on ne peut pas nous ramener pas. Alors, sur votre droite à vous, notre gauche, nous avons Lise, travailleur de l'associatif en grève aussi cette semaine, et qui fait aussi Sidonie. Et ben voilà, et à côté, nous avons Clément, travailleur de l'éducation en grève reconductible depuis 4 jours, qui fait Victor, Jacques et tous les hommes de l'immeuble. À côté, nous avons Claire qui a rejoint la troupe assez récemment et qui a fait La Petite Léontine merveilleusement et qui travaille aussi dans l'éducation, mais un peu parallèle. À côté, Léa, la petite Marie, qui a recueilli Léontine, qui travaille aussi dans l'associatif. Je vous le montre parce que vous avez vu, c'est pas une troupe professionnelle. Et puis Zépa qui fait le peuple et Pépé Eugène. Et Michel, qui fait Rosemonde et qui fait Gervaise. Un grand merci à vous. On fait tourner un petit chapeau et, pour la grève. Il est là. Et puis aussi pour défrayer les gens qui viennent de Toulouse et du Tarn. Et puis il y a une tireuse qui a été généreusement dégotée par un camarade de Fibre Excellence. Et merci à celles et ceux qui se sont démenés pour la salle. Merci pour nous. En fait. Merci à vous. Oui, j'ai oublié une dernière information, c'est qu'il y a des CD de ce spectacle. Alors les textes, pardon, sont toutes et tous écrits par Anouk Colombani, qui est une guide du 93, et qui donc a travaillé sur la mémoire de la commune. Vous pourrez retrouver le CD, mais vous pouvez aussi retrouver les chansons sur YouTube. Vous écrivez Il faut venger Gervaise. On les a là. On a aussi des petites cartes postales que vous prenez comme vous voulez et des affiches, si vous les voulez, je vous les montrerai. Et tout ça sera reversé aussi à la grève. Merci beaucoup.